Quel secret cache le fond de l'océan? Depuis des siècles, les naufrages ont été bien plus que de simples. Des tragédies maritimes. Ce sont des capsules temporelles, des mystères qui défient la logique et, dans certains cas, des légendes qui nourrissent notre fascination pour l'inconnu. Des bateaux disparus en plein triangle des Bermudes, jusqu'aux galions chargés de trésors qui n'ont jamais atteint le port, ces histoires ne racontent pas seulement des désastres, mais des énigmes qui continuent de captiver explorateurs et scientifiques. Le SS Cotopaxi, un grand cargo construit à la fin de la Première Guerre mondiale, représente à la fois l'ingénierie navale d'une époque marquée par l'urgence et l'un des mystères maritimes les plus intrigants du XXe siècle. Ce navire, long de 77 mètres et conçu pour transporter de grandes quantités de marchandises, a été mis à l'eau en 1918. Pendant ces années d'opération, il a transporté des marchandises essentielles le long des routes commerciales de l'Atlantique. Cependant, ce fut son dernier voyage en 1925 qui a scellé sa place dans l'histoire. Le 29 novembre de cette année-là, le Cotopaxi a quitté Charleston, Caroline du Sud, en direction de la Havane, Cuba, avec une cargaison de charbon et un équipage de 32 hommes dirigé par le capitaine Bétoingi. Marie. La traversée, qui devait être routinière, est devenue une légende lorsque le navire a disparu sans laisser de traces. Dans une région de l'Atlantique connue sous le nom de Triangle des Bermudes. Cette zone, délimitée approximativement entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, est célèbre pour les disparitions inexplicables de navires et d'avions, alimentant des théories sur des phénomènes paranormaux et extraterrestres. Malgré des décennies de recherche, le destin du Cotopaxi est resté inconnu, ce qui en a fait un icône du mystère associé au triangle. Naufrage d'Anticythère en 1900, un groupe de plongeurs de sponges, alors qu'ils travaillaient dans les eaux cristallines de la mer Égée, près de l'île d'Anticythère, est tombé sur une découverte qui allait changer l'archéologie et la compréhension de l'histoire pour toujours. Ce qui semblait initialement être une simple épave romaine du 1er siècle avant J.C. s'est révélé être une capsule temporelle chargée de secrets de l'Antiquité. Parmi les amphores, les statues et d'autres trésors, un objet singulier émergea, recouvert de corail et de rouille, un artefacté qui serait plus tard connu sous le nom de mécanisme d'Anticythère. Cet appareil ingénieux, entièrement réalisé en bronze, a déclenché une révolution dans l'archéologie. En démontrant que les anciens Grecs possédaient un niveau de technologie rivalisant avec celui de la révolution industrielle. Considéré comme le premier ordinateur analogique au monde, le mécanisme était composé d'au moins 30 engrenages soigneusement assemblés. Avec son système intriqué, il permettait de calculer les positions du Soleil et de la Lune, de prédire des éclipses et possiblement de modéliser les mouvements des planètes. Cette avancée technique, attribuée à l'école hellénistique d'Alexandrie, suggère que les anciens Grecs avaient une compréhension du cosmos bien plus avancée que ce que l'on croyait. Au fil des décennies, le mécanisme d'Anticythère a été l'objet de nombreuses études et recherches. En 2021, une équipe de scientifiques de l'université Coolidge de Londres a réussi à reproduire numériquement le dispositif en utilisant des tomographies informatisées avancées. Naufrage dans le golfe du Mexique au XIXe siècle, un navire marchand a rencontré son destin tragique dans les profondeurs du golfe du Mexique. Des années plus tard, l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, a découvert les restes de l'épave en testant des drones sous-marins. La coque était étonnamment intacte, bien qu'elle présentât des preuves d'un possible incendie, avec des bois carbonisés et des structures déformées. Les chercheurs ont suggéré que le feu aurait pu commencer dans la cale, consumant la cargaison avant de provoquer le naufrage. De plus, lors de l'exploration, des outils de cuisine et des ustensiles en fer datant des années 1850 ont été découverts, offrant une fenêtre unique sur la vie à bord des navires marchands de l'époque. Yacht Mars sans fin en 2012, le yacht brésilien Mars sans fin, dont le nom signifie mer sans fin, a entrepris une expédition vers les eaux froides de l'Antarctique. Ce bateau, propriété d'un journaliste et explorateur brésilien, était équipé pour supporter des conditions climatiques extrêmes et avait à son bord un équipage de 4 personnes. Avec une équipe de documentaristes. La mission était d'explorer et d'enregistrer la biodiversité unique de la région. Un objectif qui a été brusquement interrompu lorsque le bateau s'est retrouvé piégé dans la glace de la baie Maxwell, près de l'île Roi-George. Le yacht a fait face à des conditions adverses qui l'ont immobilisé dans des eaux glacées. Les vents violents et l'augmentation de la pression de la glace ont endommagé sa structure,
obligeant l'équipage à émettre un appel à l'aide. La marine chilienne est intervenue pour le sauvetage et, après une opération complexe, a réussi à évacuer les membres d'équipage dans des conditions d'extrême difficulté. Cependant, le bateau est resté piégé sous environ 9 mètres d'eau glacée pendant plus d'1 an. En 2013, le Mars sans fin a finalement été récupéré et transporté de retour au Brésil, bien qu'il ait subi des dommages significatifs qui ont mis fin à sa capacité opérationnelle. L'événement a attiré l'attention du monde, mettant en lumière les risques d'opérer dans des régions éloignées et hostiles, comme l'Antarctique. Malgré avoir été immergé si longtemps, l'intérieur du yacht est resté dans un état étonnamment beau. Cela s'explique par les basses températures, qui ont agi comme un conservateur naturel, protégeant les équipements et les documents de la détérioration. R.MS. Lusitania. Le 7 mai 1915, le paquebot RMS Lusitania a été attaqué et coulé par un sous-marin allemand près des côtes irlandaises, lors de son voyage numéro 202. Ce luxueux bateau, considéré comme l'un des plus rapides et élégants de son époque, transportait 1959 personnes. L'attaque, réalisée avec un seul torpille, a provoqué une seconde explosion interne qui a coulé le bateau en seulement 18 minutes, laissant un bilan de 1198 morts, dont 128 citoyens américains. Le naufrage du Lusitania est devenu un tournant dans la Première Guerre mondiale. Bien que les États-Unis n'étaient pas encore entrés dans le conflit, l'attaque a suscité un fort rejet envers l'Allemagne. Et cela a été utilisé comme un argument clé pour justifier la participation ultérieure des États-Unis à la guerre. Des décennies plus tard, en 1982, il a été confirmé que le Lusitania transportait des munitions, ce qui a donné un certain fondement à la justification allemande pour l'attaque. Ces dernières années, des explorations sous-marines ont révélé des restes de ces munitions dans l'épave, ce qui confirme que le Lusitania n'était pas un navire entièrement civil, comme on l'avait initialement affirmé. Monsieur B. Joyita. En 1955, le MV Joyita, un petit bateau marchand construit pour résister à de dures conditions maritimes, a quitté Apia, Samoa, en direction des îles Toklo. Avec 25 personnes à bord, entre membres d'équipage et passagers, le bateau transportait des fournitures médicales, des matériaux de construction et de la nourriture. Malgré le beau temps au début du voyage, le bateau n'est jamais arrivé à destination et après plusieurs semaines de recherches infructueuses, il a été déclaré perdu. 5 semaines après sa disparition, le Joyita a été retrouvé à plus de 600 milles de sa route prévue, dérivant à la surface et complètement vide. La scène à bord était inquiétante. Les montres étaient arrêtées à 10h25. La radio était réglée sur une fréquence d'urgence et il y avait des bandages ensanglantés à côté d'une trousse médicale dissimulée. De plus, les canots de sauvetage et plusieurs tonnes de cargaison avaient disparu et bien que la coque du bateau était endommagée, elle ne semblait pas en danger de couler. Cette découverte a alimenté de multiples théories sur ce qui s'est passé, des attaques de pirates aux mutineries ou aux catastrophes naturelles. Aucune explication n'a réussi à résoudre complètement le mystère. Ce qui était le plus étrange, c'est que le Joyita était connu pour sa flottabilité, même dans des conditions extrêmes, ce qui rendait inexplicable qu'il ait été abandonné. Malgré son état mystérieux, le MV Joyita a continué à servir pendant des années, après sa récupération, en cours de réparation et d'utilisation à nouveau comme navire marchand. Cependant, son passé infâme en a fait un symbole de mystère maritime. Vasa, le Vasa, un majestueux vaisseau de guerre suédois construit sur ordre du roi Gustave II Adolphe. En 1628, il représentait l'ambition militaire et navale de la Suède au XVIIe siècle. Équipé de 64 canons répartis sur 2 ponts, c'était l'un des navires les plus puissants de son époque. Cependant, depuis sa conception, le Vasa a été marqué par des problèmes de design. Sa structure était instable en raison d'un centre de gravité trop élevé, résultant des décorations excessives et du poids de ses canons. Le 10 août 1628, le Vasa a commencé son voyage inaugural depuis le port de Stockholm. À seulement 1 mille de distance, de forts vents ont fait pencher le bateau dangereusement, permettant à l'eau d'entrer par les sabords ouverts. En quelques minutes, le majestueux navire a sombré sous les yeux de milliers de spectateurs. Il est resté oublié pendant plus de 3 siècles jusqu'à ce qu'en 1961, il soit sauvé lors d'une opération monumentale. Le Vasa se trouve désormais au musée Vasa de Stockholm, c'est le seul navire du XVIIe siècle entièrement préservé. Grâce aux eaux froides et saumâtres de la Baltique, l'épave est dans un état remarquablement intact,
offrant une fenêtre unique sur la vie maritime de cette époque. Goodnilda en 1911, le Goodnilda, un yacht à vapeur de luxe construit pour le magnate industriel J. Rose Maxwell, il a pris le large vers les eaux du lac Supérieur au Canada. Ce yacht représentait le summum du design nautique de l'époque, équipé d'équipements somptueux et d'un système de propulsion à vapeur, ce qui le rendait rapide et efficace. Cependant, son destin a pris un tournant tragique le 11 juillet, lorsque, en raison d'un épais brouillard, le yacht a heurté un rocher submergé près des îles de l'État. L'impact a ouvert un énorme trou dans la coque du Goodnilda, provoquant une inondation rapide du bateau. Bien que certains membres de l'équipage aient réussi à survivre, plusieurs ont perdu la vie dans l'accident. Le yacht a sombré, emportant avec lui non seulement des vies humaines, mais aussi un fragment de l'opulence du début du XXe siècle. Pendant plus de 50 ans, ces restes sont restés cachés sous les eaux du lac, enveloppés dans le mystère. En 1967, une équipe de plongeurs a redécouvert l'épave. Il est remarquable que le Goodnilda soit dans un état de conservation exceptionnel, avec de nombreux objets et meubles encore intacts. Aujourd'hui, l'épave, c'est une destination populaire pour les plongeurs et les passionnés d'histoire maritime. Le lac Supérieur, connu pour son froid extrême, a aidé à préserver le Goodnilda dans des conditions presque parfaites. Même les meubles et les détails décoratifs du yacht sont encore visibles, offrant une capsule temporelle sous-marine. Galion San José. En 1708, le galion espagnol San José a quitté Carthagène des Indes, chargé d'un trésor inimaginable. Des tonnes d'or, d'argent et d'émeraudes destinées à financer la guerre de succession espagnole. Cependant, le navire n'est jamais arrivé à destination. Le 8 juin, au large des côtes de Carthagène, une flotte britannique a intercepté le San José. Lors de la bataille qui a suivi, le galion a explosé à cause d'un impact direct sur sa poudre à canon, sombrant rapidement avec sa précieuse cargaison. Pendant des siècles, l'épave du San José est devenue une légende, alimentant l'imagination des chasseurs de trésors et des archéologues marins. En 2015, le gouvernement colombien a confirmé la découverte de ces restes, localisés sur le fond marin à plus de 1000 mètres de profondeur. La découverte a déclenché une dispute internationale sur la propriété du trésor, puisque plusieurs pays, y compris l'Espagne et le Pérou, ont revendiqué des droits sur lui. Le San José a été surnommé le Saint Graal des épaves en raison de l'ampleur de sa cargaison, évaluée à des milliards de dollars. Cependant, il reste sous la mer, car le litige légal concernant sa récupération n'est toujours pas résolu. Notre-Dame de l'Atocha, le galion espagnol. Notre-Dame de l'Atocha faisait partie de la flotte des Indes. Une imposante flotte qui transportait des richesses du Nouveau Monde vers l'Espagne. En 1622, alors qu'il naviguait près des quays de Floride, l'Atocha a été frappé par une violente tempête qui l'a entraîné au fond de la mer, avec sa précieuse cargaison, des tonnes d'or, d'argent, d'émeraudes et d'autres trésors. L'épave est devenue l'une des plus recherchées par les chasseurs de trésors pendant des siècles, en raison de sa renommée et de sa richesse. Ce n'est qu'en 1985 que le chasseur de trésors Mel Fisher et son équipe ont localisé les restes de l'Atocha après une recherche qui a duré plus d'une décennie. La récupération du trésor s'est avérée être l'une des découvertes archéologiques sous-marines les plus précieuses de l'histoire, avec une valeur estimée à 500 millions de dollars. Le trésor comprenait des pièces de monnaie, des lingots d'or et des objets d'art uniques. Parmi les artefacts récupérés de l'Atocha se trouve une chaîne en or de 2 mètres de long, connue sous le nom de chaîne de la royauté, qui appartenait probablement à un membre de l'aristocratie espagnole. Cette découverte reste l'un des éléments les plus emblématiques du naufrage. HMS Terror et HMS Erebus. L'expédition Franklin, dirigée par Sir John Franklin en 1845, est partie d'Angleterre avec le navire HMS Terror et HMS Erebus, à la recherche du passage du Nord-Ouest, une route maritime qui relierait l'océan Atlantique au Pacifique à travers l'Arctique. Équipés de technologies avancées pour l'époque, comme des moteurs à vapeur et des coques renforcées, les navires étaient considérés comme insubmersibles. Cependant, ils se sont retrouvés piégés dans la glace près de l'île du Roi Guillaume et l'équipage a dû mener une lutte désespérée pour survivre. Après que les navires aient été abandonnés, tout l'équipage a péri à cause d'une combinaison de faim, de maladies et de conditions extrêmes. Pendant plus d'un siècle, les naufrages sont restés perdus. Jusqu'à ce qu'en 2014 et 2016, respectivement,
l'Erebus et le Terror soient localisés dans l'Arctique canadien. Les deux navires ont été retrouvés dans un état de conservation remarquable grâce aux températures froides qui ont protégé leur structure. Dans les restes du HMS Terror, les chercheurs ont trouvé des assiettes intactes, des cartes maritimes et des objets personnels des membres d'équipage, offrant un aperçu détaillé de la vie à bord pendant l'expédition fatidique. H. L. Hunley. C'était un sous-marin confédéré construit pendant la guerre de sécession américaine dans le but de briser le blocus naval de l'Union. Ce petit sous-marin rudimentaire, manœuvré manuellement par un équipage de 8 hommes, a atteint un jalon historique le 17 février 1864. Il a réussi à couler l'USS Housatonic, un navire de guerre de l'Union, en faisant exploser un torpille dans sa coque. Cependant, peu après sa victoire, le Hunley a également disparu sous les eaux au large de la côte de Charleston, en Caroline du Sud, devenant un mystère pendant plus d'un siècle. En 1995, une équipe d'archéologues sous-marins a découvert le Hunley, enfoui sous une couche de limon au fond de la mer. Lorsqu'il a été récupéré en 2000, on a découvert que le sous-marin était étonnamment intact. Et les restes de son équipage sont restés à leur position d'origine. Cette découverte a offert un aperçu unique des conditions extrêmes auxquelles ont été confrontés les premiers sous-mariniers de l'histoire. Des recherches récentes ont suggéré que la détonation du torpille aurait pu provoquer une onde de choc qui a désorienté ou tué l'équipage du Hunley, ce qui expliquerait pourquoi ils ne sont jamais remontés à la surface. Bateau. Du World Trade Center en 2010, alors que des fouilles étaient en cours pour la construction de la nouvelle tour du World Trade Center, à New York, les travailleurs ont découvert les restes d'un bateau, en bois enfoui sous des tonnes de débris. L'analyse ultérieure a révélé que le navire datait du XVIIIe siècle et avait été construit en bois de chêne, probablement abattu vers 1770. Ce bateau, connu sous le nom de Balandre, a été utilisé à l'origine pour le transport de marchandises. Et plus tard, comme partie du remblai utilisé pour étendre la ligne côtière de Manhattan à l'époque coloniale. La découverte a été considérée comme un trésor archéologique, car elle a offert un aperçu du passé maritime de New York. Les études des cernes des arbres ont indiqué que le bois du navire provenait de Pennsylvanie, reliant la découverte aux routes commerciales de l'époque révolutionnaire. Bien que le navire ait été endommagé par le temps et le poids des débris, certains de ses éléments structurels ont été remarquablement préservés. Bien. Parmi les vestiges du navire ont été retrouvés des clous et des outils en fer forgé qui témoignent du haut niveau de compétence des charpentiers navals du XVIIIe siècle. Mary Rose, un imposant navire de guerre anglais, fut commandé par le roi Henri VIII en 1510 et devint l'un des navires les plus avancés de son époque. Armé de 42 canons et conçu pour défendre le royaume lors de conflits maritimes. Le Mary Rose a participé à plusieurs batailles importantes. Cependant, en 1545, lors d'une confrontation navale contre la flotte française dans le sol, près de Portsmouth, le Mary Rose a soudainement coulé. Le bateau s'est incliné en essayant de virer, ce qui a permis à l'eau d'entrer rapidement par ses sabords ouverts, provoquant son naufrage et la perte de plus de 400 vies. Le Mary Rose est resté au fond de la mer pendant plus de 4 siècles. Jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en 1971. Une opération de sauvetage ambitieuse. En 1982, on a réussi à récupérer une grande partie de sa structure, ainsi que des milliers d'artefacts qui ont fourni un aperçu détaillé de la vie à bord d'un vaisseau de guerre. Jeddah. Parmi les objets récupérés, on trouve des instruments chirurgicaux, des outils de menuiserie et des effets personnels des membres d'équipage, y compris des peignes et des ustensiles de cuisine. Ces artefacts montrent à quoi ressemblait la vie quotidienne des marins du XVIe siècle. SS. L'Andrea Doria, un paquebot italien célèbre pour son luxe et sa modernité, a commencé son dernier voyage en juillet 1956 à destination de New York. Cependant, près de la côte de Nantucket, Massachusetts, une combinaison d'erreurs humaines et de conditions de brouillard été a provoqué une collision catastrophique avec le navire de passagers suédois, MS, Stockholm. Bien que l'Andrea Doria soit équipé de radars, une mauvaise interprétation des relevés a conduit à une collision violente entre les deux navires. L'impact a ouvert un énorme trou dans la coque de l'Andrea Doria et, bien qu'il ait coulé lentement, cela a permis à plus de 1600 personnes d'être secourues. Malheureusement, 51 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe. L'épave de l'Andrea Doria reste une des plus célèbres de l'histoire maritime moderne et son emplacement est d'une grande importance.
c'est devenu un site de plongée populaire. Cependant, les courants forts et les débris en ruine en font un endroit dangereux, même pour les plongeurs expérimentés. Malgré les avancées technologiques de l'époque, l'Andrea Doria a été l'une des premières collisions maritimes importantes à impliquer l'utilisation du radar, montrant que la technologie, bien qu'innovante, ne garantit pas toujours la sécurité sans un usage approprié. Le Griffon. En 1679, le Griffon, un voilier français commandé par l'explorateur René Robert Cavelier, sieur de la Salle, a entrepris son voyage inaugural dans les grands lacs d'Amérique du Nord. Ce navire a été construit dans le but de faciliter le commerce de fourrure entre les tribus locales et les colons français. Et son design en a fait l'un des premiers navires européens à naviguer dans ces eaux. Après avoir chargé une précieuse cargaison de fourrure dans le lac Michigan, le Griffon a pris la mer vers Fort Frontenac, situé dans ce qui est aujourd'hui Kingston, en Ontario. Cependant, le voilier n'est jamais arrivé à destination. En cours de route, il a mystérieusement disparu avec son équipage et sa cargaison. Ce naufrage a généré d'innombrables théories, allant des mutineries et attaques aux naufrages causés par des tempêtes. Bien que plusieurs équipes aient tenté de localiser les restes du Griffon, le lieu exact de son naufrage reste un mystère. Certains chercheurs pensent que ces restes pourraient être enfouis sous des sédiments dans le lac Michigan ou le lac Huron. En 2014, une équipe d'archéologues a affirmé avoir trouvé les restes du Griffon à El Lago, dans le Michigan. Cependant, le manque de preuves concluantes a entouré la découverte d'une controverse, perpétuant le mystère de ce navire disparu. Le Titanic, connu comme l'insubmersible, a quitté Southampton pour son voyage inaugural vers New York, le 10 avril 1912. Conçu avec luxe et technologie avancée pour son époque, ce transatlantique transportait plus de 2200 personnes, y compris certaines des figures les plus riches du monde et des centaines d'émigrants à la recherche d'un avenir meilleur. Cependant, le 14 avril, à 23h40, le Titanic a heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord. L'impact a causé des dommages irréparables à sa coque et le navire a sombré dans les premières heures du 15 avril, emportant avec lui la vie de plus de 1500 personnes. Le désastre du Titanic a eu de profondes répercussions sur la sécurité maritime, entraînant la création de nouvelles réglementations, comme l'obligation d'avoir suffisamment de canaux de sauvetage pour tous les passagers et l'établissement de patrouilles de glace dans l'Atlantique Nord. En 1985, l'épave a été localisée à près de 4000 mètres. À près de 4000 mètres de profondeur, l'explorateur Robert Ballard a révélé une vue déchirante du navire, brisé en deux et entouré d'objets personnels. Au-delà, on estime que le Titanic transportait plus de 20 000 bouteilles de bière, de vin et de spiritueux, dont beaucoup restent intacts au fond de l'océan, devenant des objets d'intérêt pour les explorateurs et les archéologues sous-marins. SS. Le président Coolidge a commencé sa vie en tant que transatlantique de luxe dans les années 30, transportant des passagers entre San Francisco et Manille. Conçu pour offrir un confort maximal, il disposait de luxueuses cabines, de salles à manger élégantes et de piscines, étant un symbole de l'éclat maritime de l'époque. Cependant, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Coolidge a été réquisitionné par le gouvernement américain et transformé en transport de troupes. En 1942. Alors qu'il transportait des soldats et du matériel militaire vers Vanuatu, le navire a rencontré son destin tragique. Le 26 octobre 1942, en s'approchant du port des Espiritu Santo, le Coolidge a heurté deux mines placées par ses propres forces alliées comme défense contre les navires ennemis. L'équipage a tenté de rançonner le navire pour sauver des vies et du matériel, mais le Coolidge a fini par sombrer dans des eaux profondes. Heureusement, grâce aux actions rapides des officiers, la plupart des soldats et de l'équipage ont réussi à évacuer, bien que 2 personnes aient perdu la vie dans l'incident. Aujourd'hui, l'épave du SS. Le président Coolidge est l'une des destinations de plongée les plus populaires au monde. Ses restes, qui incluent des véhicules militaires, des armements et des objets personnels, sont étonnamment bien conservés, offrant une expérience unique aux passionnés d'histoire et de plongée. Le SS Beshimo, un cargo à vapeur. Il a commencé sa vie en 1914, opérant dans les eaux glaciales de l'Arctique pour transporter des fourrures et des marchandises. En 1931, lors d'un voyage dans la mer de Beaufort, le Beshimo s'est retrouvé piégé dans la glace et a été abandonné par son équipage, qui pensait que le navire était condamné. Cependant, à la surprise de tous, le Beshimo s'est libéré de la glace et a commencé à dériver,
gagnant le surnom de navire fantôme de l'Arctique. Pendant des décennies, le Beshimo a été aperçu à plusieurs reprises, dérivant sans équipage. Certaines expéditions ont tenté de l'aborder ou de le secourir, mais les efforts ont été vains. Sa dernière apparition confirmée remonte à 1969, et depuis, son emplacement reste un mystère, alimentant des légendes et des spéculations sur son destin final. De plus, en 2006, le gouvernement de l'Alaska a lancé une initiative pour localiser les restes du Beshimo, mais la recherche n'a pas abouti. Laissant le mystère de ce célèbre navire fantôme ouvert. L'Edmund Fitzgerald, l'un des plus grands cargos des Grands Lacs, a commencé à opérer en 1958. Ce majestueux navire, de plus de 213 mètres de long, était connu sous le nom de Titanic des Grands Lacs, en raison de sa taille et de sa capacité à transporter du minerai de fer. Cependant, le 10 novembre 1975, lors d'une tempête féroce sur le lac supérieur, l'Edmund Fitzgerald a rencontré son destin tragique. La tempête, avec des vents dépassant les 130 km à l'heure et des vagues de plus de 6 mètres de haut, a causé des ravages sur le cargo. Bien que le capitaine Ernest M.C. Sorley ait signalé des problèmes avec les pompes de cale et des dommages structurels, aucun signal de détresse n'a été reçu avant que le navire ne disparaisse soudainement des radars. Tous les 29 membres d'équipage à bord ont péri dans le naufrage, marquant l'une des pires tragédies maritimes de l'histoire des Grands Lacs. Des décennies plus tard, l'épave de l'Edmund Fitzgerald a été localisée à plus de 160 mètres de profondeur, brisée en deux. Son histoire a été immortalisée dans des chansons comme The Wreck of the Edmund Fitzgerald et The Good Lead Foo, et elle reste un sujet de fascination pour les historiens et les plongeurs. Enfin, les plongeurs qui ont exploré les restes ont trouvé l'une des cloches du navire, qui a été restaurée et est exposée dans un musée en hommage à l'équipage perdu.